Je n'aurais jamais pensé entendre ces mots, sortis de la bouche de mon propre fils. Tu ne mérites que de la pâtée pour chien. Il m'a giflé, là, devant tout le monde, après que j'ai payé les 50 000 € pour ce mariage qu'il prétendait ne pas pouvoir s'offrir. J'avais réglé la salle de réception, les fleurs, le traiteur, et même la suite nuptiale. C'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Je ne demandais pas de la gratitude, juste un peu de respect. Mais là, debout, humilié sous les lustres en cristal que j'avais moi-même financés, j'ai senti quelque chose s'éteindre en moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis simplement parti. Le lendemain matin, j'ai passé un coup de fil, et ils se sont retrouvés sans rien. Le jour s'était levé sur l'odeur du café fraîchement moulu et la promesse d'une journée qui allait tout changer. Tandis que je touillais le sucre dans ma tasse préférée, celle en céramique ébréchée qu'Antoine m'avait offerte pour mes 40 ans, je ne pouvais retenir le sourire qui s'étirait sur mon visage. Mon fils se mariait. Mon unique enfant, ma raison de vivre depuis 31 ans, avait enfin trouvé l'amour. La voix de Sophie a transpercé mes pensées comme une aiguille glacée. Elle était assise en face de moi, dans ma petite cuisine d'Aix-en-Provence, avec cette expression inquiète que je ne connaissais que trop bien. Ses mains fines entouraient sa tasse et ses yeux marrons m'étudiaient avec l'intensité de celle qui a vu trop de souffrance dans les couloirs de l'hôpital où nous travaillons. Elle m'a demandé si j'étais vraiment sûr de moi. Je savais exactement de quoi elle parlait, même si j'ai feint l'ignorance. L'enveloppe Kraft reposait sur la table entre nous, contenant les chèques que j'avais signés la veille au soir. Chaque centime de mon épargne retraite. Elle a insisté, me rappelant que c'était ma sécurité financière, tout ce que j'avais. Sa voix avait cette fermeté qu'elle utilisait pour sermonner les jeunes internes qui ne respectaient pas les protocoles. Et tout ça pourquoi? Pour impressionner une famille qui ne me respectait même pas. J'ai détourné le regard vers la fenêtre, où les mimosas de mon petit jardin commençaient à éclore. C'était mars en Provence, et la ville s'éveillait avec cette beauté du sud qui m'avait toujours réconforté dans les moments difficiles. J'ai murmuré que c'était pour Antoine, pour son mariage, son moment spécial. Sophie a répliqué, sans adoucir ses mots, que c'était un moment spécial qu'il aurait pu financer lui-même s'il l'avait vraiment voulu. Ou mieux encore, que sa précieuse Chloé et sa famille richissime auraient pu payer sans sourciller. Le nom de Chloé a provoqué une pointe de douleur dans mon estomac. Chloé de Varenne, la fiancée de mon fils. Magnifique, élégante, éduquée dans les meilleures écoles privées suisses, héritière d'un empire immobilier et viticole. Tout ce que je n'avais jamais pu être ou offrir à Antoine. Et c'était peut-être pour ça, justement, que je voyais ce mariage comme ma chance d'être enfin accepté, de prouver que je pouvais être à la hauteur des attentes de sa nouvelle famille. J'ai admis qu'elle était différente, me remémorant nos rares rencontres. La façon dont ses yeux d'un bleu polaire me parcouraient de haut en bas, évaluant mes vêtements modestes, mon léger accent marseillais que je n'avais jamais tout à fait réussi à gommer, mes mains marquées par des années de travail comme infirmière. Mais Antoine l'aime, et si elle le rend heureux? La question de Sophie m'a prise par surprise. Est-ce que cela me rendait heureuse, moi? J'ai cligné des yeux, ne sachant que répondre. Mon bonheur avait-il de l'importance? Depuis 31 ans, mon bonheur était celui d'Antoine. Quand il souriait, je souriais. Quand il pleurait, mon cœur se brisait. Son succès était mon succès, ses rêves étaient les miens. J'ai finalement répondu que mon bonheur, c'était de le voir heureux. J'ai vu les lèvres de Sophie se pincer de frustration. Elle s'est levée, arpentant ma petite cuisine, une habitude chez elle quand l'inquiétude la gagnait. Elle m'a dit que j'étais la femme la plus généreuse et la plus têtue qu'elle connaisse. Elle m'a rappelé que depuis mon divorce, j'avais consacré chaque souffle, chaque euro, chaque rêve à ce garçon. J'avais enchaîné les gardes de nuit pour payer ses études dans une grande école de commerce, vendu la bague de ma grand-mère pour lui acheter sa première voiture, refusé des rendez-vous avec des hommes bien parce que je ne voulais pas perturber Antoine. Sa voix s'est légèrement brisée lorsqu'elle a ajouté que j'étais sur le point de brader mon avenir pour un mariage qu'on ne m'avait même pas demandé de payer. J'ai protesté, ma voix sonnant faible même à mes propres oreilles, en disant que c'était moi qui avais proposé. La vérité était plus compliquée. La semaine précédente, lors d'une de ses rares visites depuis qu'il fréquentait Chloé, Antoine avait mentionné nonchalamment les coûts astronomiques du mariage que sa fiancée avait imaginé. La privatisation d'un château près de Saint-Rémy-de-Provence, le traiteur étoilé, la suite lune de miel dans un palace à Saint-Tropez. Il avait dit que c'était incroyable ce que tout cela coûtait, passant sa main dans ses cheveux comme il le faisait toujours quand il était stressé, ajoutant que les de Varenne couvraient la majeure partie, mais quand même. Et moi, comme une idiote,
j'avais sauté sur l'occasion. J'avais dit que je pouvais aider, que j'avais quelques économies. Quelques économies, comme si 50 000 € étaient de la menue monnaie qui traînait dans un tiroir. L'expression de soulagement sur son visage avait été comme un rayon de soleil après un orage. Vraiment, maman? Ce serait, waouh. Ça changerait tout. Chloé serait tellement reconnaissante. Toujours Chloé. On revenait toujours à Chloé. Sophie a interrompu mes pensées, me demandant si je connaissais vraiment cette fille, si je lui avais parlé au-delà des salutations polies. J'ai pensé à notre dernière rencontre, dans un restaurant huppé du cours Mirabeau où les deux Varennes avaient leurs habitudes. Chloé avait suggéré que nous nous y retrouvions pour mieux nous connaître. J'étais arrivé avec ma plus belle robe, une que j'avais achetée en solde aux Galeries Lafayette, me sentant comme un poisson hors de l'eau au milieu de toute cette opulence de marbre et de velours. Ah, Élise, avait dit Chloé avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Quelle charmante robe. Très authentique. La pause avant, authentique, avait été comme une gifle silencieuse. Durant tout le déjeuner, elle avait fait des commentaires similaires sur mon accent, si pittoresque, sur mon travail, si gratifiant, de s'occuper des malades, sur ma vie, si courageux, de l'avoir élevée seule. Chaque commentaire était un poison enrobé de soie. J'étais resté assise là, souriant, hochant la tête, la remerciant pour ses compliments, car je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai répondu à Sophie que je l'avais rencontrée, ma voix sonnant creux. J'ai dit qu'elle était polie. Sophie m'a regardé avec cette expression qui signifiait qu'elle voyait clair dans mon jeu. Elle m'a demandé quand j'allais enfin réaliser que je méritais plus que les miettes d'affection qu'on me jetait. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. Le nom d'Antoine s'est affiché et mon cœur s'est immédiatement emballé. C'était toujours le cas quand il appelait, comme si j'étais une adolescente amoureuse. Sa voix était enjouée, plus heureuse que je ne l'avais entendue depuis des mois. Il m'a demandé si les chèques étaient prêts, expliquant qu'il devait les remettre aujourd'hui car l'organisatrice du mariage voulait boucler tous les paiements avant la répétition. Mes yeux ont croisé ceux de Sophie, qui secouait négativement la tête. J'ai confirmé que tout était prêt. Il m'a alors dit que Chloé pensait que ce serait mieux si je venais directement à l'hôtel où il séjournait, le Grand Hôtel Cézanne, dans le quartier Mazarin. Chloé et sa mère finalisaient les derniers détails et pensaient que je pourrais ainsi faire plus ample connaissance avec certaines des demoiselles d'honneur. Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a alerté, une gêne, comme s'il récitait des mots que quelqu'un d'autre avait mis dans sa bouche. J'ai accepté, bien sûr. Il m'a remercié, ajoutant que cela signifiait tout pour eux. Pour nous. Pas pour lui, mais pour eux. La transition était si subtile que je l'ai à peine remarquée. Après avoir raccroché, je suis resté assise en silence, fixant l'enveloppe Kraft. Sophie était revenue s'asseoir et m'observait avec inquiétude. Elle m'a dit qu'il était encore temps de changer d'avis. J'ai secoué la tête. Je ne pouvais pas le décevoir. C'était mon fils. Mon unique fils. Sophie a soupiré profondément et a attrapé ma main par-dessus la table. Ses doigts chauds et familiers se sont entrelacés avec les miens. Elle a alors annoncé qu'elle m'accompagnerait. J'ai protesté, mais elle a insisté, disant que quelqu'un devait être là pour me rappeler qui j'étais vraiment, car elle avait le sentiment que j'allais en avoir besoin. À 14 heures précises, j'ai garé ma vieille Peugeot 206 en face du Grand Hôtel Cézanne, me sentant minuscule et inadéquate à côté des Porsche et des Mercedes qui occupaient les places de choix. Sophie et moi avons gravi les marches de marbre menant au hall, où un monde d'élégance m'a accueilli, me rappelant douloureusement ma place dans la hiérarchie sociale. Antoine est apparu presque immédiatement, vêtu d'un costume qui coûtait certainement plus que mon loyer mensuel. Il paraissait plus âgé, plus sophistiqué, et pendant un instant, j'ai dû me rappeler que c'était le même petit garçon que j'avais consolé pendant ses cauchemars, que j'avais nourri à la petite cuillère quand il était malade, que j'avais applaudi à chaque remise de diplôme et à chaque réussite. Il m'a serré dans ses bras, mais ce fut bref, presque formel, en me disant que j'étais très élégante. J'avais pourtant choisi ma tenue avec soin, un tailleur pantalon bleu marine que j'avais acheté spécialement pour l'occasion, des escarpins noirs à petits talons, et le collier de perles qui avait appartenu à ma mère. Modeste mais respectable, du moins c'est ce que j'avais pensé jusqu'à ce que je voie les autres femmes dans le hall. Chloé était à l'étage avec sa mère et les demoiselles d'honneur, a-t-il continué en me guidant vers les ascenseurs, ajoutant qu'elles étaient impatientes de mieux me connaître. Impatiente. Le mot sonnait faux dans sa bouche. L'ascenseur nous a emmenés au 5e étage,
où nous nous sommes dirigés vers une suite qui était plus grande que mon salon et ma cuisine réunis. La porte était entr'ouverte, et je pouvais entendre des rires féminins et le tintement de flûtes de champagne. Antoine m'a demandé si j'étais prête, et pour un instant, son sourire a semblé authentique, comme celui de l'enfant qu'il avait été. J'ai hoché la tête, serrant l'enveloppe Kraft contre ma poitrine comme un bouclier. Les 2 heures qui suivirent furent une véritable leçon d'humiliation subtile. Chloé m'a présenté à sa mère, Victoria de Varennes, une femme d'une 60aine d'années avec la posture d'une reine et des yeux froids comme la glace. Les demoiselles d'honneur, toutes de l'âge de Chloé, toutes issues de familles éminentes, m'ont souri avec cette politesse vide que l'on réserve au personnel de service. L'une d'elles, dont j'avais déjà oublié le prénom, a dit que je devais être la mère d'Antoine, ajoutant que c'était adorable. Adorable, comme si j'étais une grand-mère inoffensive plutôt que la femme qui avait élevé l'homme qui allait épouser son ami. Mais le moment le plus douloureux est arrivé lorsque Chloé, une flûte de champagne à la main, entourée de ses amis, a commencé à parler des arrangements floraux. Elle a expliqué, la voix chargée d'un dédain à peine dissimulé, qu'il avait fallu faire quelques ajustements. Les compositions initiales, choisies par certaines personnes, étaient un peu provinciales. Son regard a glissé vers moi avec une malice à peine contenue. J'ai entendu ma propre voix, qui semblait venir de très loin, dire que les pivoines que j'avais suggérées étaient plus appropriées pour la saison. Lors de ma seule véritable conversation avec Chloé au sujet du mariage, j'avais timidement mentionné que les pivoines étaient de saison et seraient plus économiques que les roses importées qu'elle avait déjà choisies. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Chloé m'a regardé comme si je venais de commettre une transgression impardonnable. Elle a fini par lâcher que c'était très pragmatique de ma part, et ses amis ont échangé des regards entendus. Antoine, qui discutait avec l'organisatrice du mariage dans un coin, s'est approché à ce moment-là, demandant si tout allait bien. Chloé lui a souri, mais il y avait du poison dans sa douceur, en lui expliquant que sa mère partageait simplement ses idées sur les arrangements floraux. J'ai vu quelque chose changer dans l'expression d'Antoine, une dureté que je n'avais jamais vue auparavant, une distance qui m'a blessé plus profondément que n'importe quelle insulte directe. Il m'a dit, d'une voix qui contenait un avertissement, que Chloé avait planifié chaque détail de ce mariage à la perfection, et que peut-être nous devrions laisser les experts s'en occuper. Les experts. Comme si mes 30 années d'expérience dans l'organisation d'événements caritatifs pour l'hôpital ne signifiaient rien. Comme si mon amour pour lui et mon désir d'aider étaient une intrusion malvenue. J'ai murmuré que c'était d'accord, que je voulais juste aider, sentant le rouge me monter aux joues. Chloé a rétorqué, avec ce sourire que j'avais appris à craindre, que je le faisais, avec ma généreuse contribution financière. Que c'était exactement le genre d'aide dont ils avaient besoin. Le message était clair, ton argent est le bienvenu, ton opinion ne l'est pas. J'ai sorti l'enveloppe de mon sac, les mains tremblantes. J'ai tendu les chèques à Antoine, pour le château, le traiteur et la suite nuptiale, comme nous en avions discuté. Il a pris l'enveloppe avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, me remerciant et me disant que cela signifiait beaucoup. Mais tout en parlant, il s'éloignait déjà, montrant l'enveloppe à Chloé comme un trophée remporté. Je suis resté là, debout, entouré de rires et de conversations auxquelles je n'étais plus la bienvenue, avec l'impression d'avoir acheté mon propre exil. Sophie s'est approchée de moi, sa présence une encre dans une mer d'hostilité élégante. Elle m'a murmuré à l'oreille si j'étais prête à partir. J'ai hoché la tête, mais avant que nous puissions bouger, j'ai entendu la voix d'une des demoiselles d'honneur, dans ce qu'elle pensait manifestement être un murmure discret. La pauvre, c'est assez pathétique, non? Essayer si désespérément de s'acheter une place dans notre monde. Les rires qui ont suivi ont été comme des couteaux dans mon dos. Ce soir-là, assise dans mon petit salon avec une tasse de tisane qui refroidissait dans mes mains, je ne pouvais chasser de mon esprit l'expression sur le visage d'Antoine quand il m'avait repoussé. Ce n'était pas de la gêne, exactement. C'était pire. C'était comme s'il m'avait vu, vraiment, pour la première fois, et qu'il n'avait pas aimé ce qu'il avait trouvé. Sophie était restée pour dîner et faisait maintenant la vaisselle pendant que je me perdais dans mes pensées. Sans se retourner, depuis la cuisine, elle m'a demandé si je savais ce qui était le plus triste dans tout ça. J'ai demandé quoi, sans être sûr de vouloir connaître la réponse. C'est que tu penses avoir fait ce qu'il fallait, a-t-elle dit. Ces mots sont restés avec moi longtemps après son départ, résonnant dans le silence de ma maison vide. Je suis allé me coucher ce soir-là avec une sensation étrange dans la poitrine, comme si quelque chose en moi avait commencé à se fissurer. Demain, ce serait le dîner de répétition. Demain commencerait officiellement la fête que j'avais payée, mais à laquelle je n'étais pas vraiment la bienvenue.
En m'endormant, je ne savais pas que le lendemain soir, tout basculerait. Que les fissures que j'avais commencé à sentir dans mon cœur se transformeraient en un abîme que je ne pourrais pas franchir. Je ne savais pas que j'étais sur le point de découvrir la valeur exacte de l'amour que j'avais acheté. Je me suis réveillé ce matin-là avec l'écho des rires moqueurs résonnant encore à mes oreilles. J'avais mal dormi, tournant et retournant dans mon lit tandis que mon esprit rejouait en boucle les événements de la veille à l'hôtel. Mais c'était le jour du dîner de répétition, et je refusais de laisser mon malaise gâcher ce qui devait être une célébration. Je me suis habillé avec un soin particulier, choisissant une robe de cocktail couleur bordeaux que j'avais achetée spécialement pour cette occasion. Elle était élégante mais sobre, coûteuse selon mes standards mais probablement modeste pour ceux des de Varennes. Je me suis coiffé avec application, et mis un peu plus de maquillage que d'habitude et accroché à mes oreilles les perles qui avaient appartenu à ma mère. Dans le miroir, j'ai vu une femme de 64 ans qui avait vécu, qui avait travaillé dur, qui avait aimé profondément. Mais j'ai aussi vu les ridules autour de mes yeux, les mains qui témoignaient de décennies de labeur, le corps qui avait vieilli avec grâce mais sans les bienfaits de soins coûteux et de salles de sport exclusives. Tu es belle, me suis-je dit à mon reflet, en essayant de croire à mes propres mots. Le dîner de répétition se tenait au château de Valmouriane, une magnifique bastide du XVIIIe siècle près de Saint-Rémy-de-Provence, restaurée pour accueillir des événements de prestige. En conduisant sur les routes sinueuses de la campagne aixoise, passant devant les champs de lavande et les oliveraies, j'ai tenté de calmer mes nerfs. C'était ma chance de prouver que je pouvais m'intégrer, que je pouvais être la belle-mère digne que Chloé et sa famille méritaient. Je suis arrivé en avance, comme à mon habitude, et je suis resté quelques minutes sur le parking, observant la façade grandiose du château. Des colonnes de pierre blanche s'élevaient vers le ciel et des jardins à la française parfaitement entretenus encadraient la structure. C'était le genre d'endroit dont j'avais rêvé pour le mariage d'Antoine quand il était enfant, même si à l'époque, je pensais que ce ne serait qu'un rêve. Maintenant, grâce à mon sacrifice, c'était une réalité. À l'intérieur, le château était encore plus impressionnant. Des lustres en cristal pendaient de haut plafond et les murs étaient ornés de tapisseries d'époque. Tout respirait l'histoire, l'élégance et le genre d'argent dont on hérite de génération en génération. Les invités ont commencé à arriver, les de Varennes avec leur cercle d'amis de la haute société, les collègues de travail d'Antoine, quelques cousins éloignés que j'avais croisés lors de rares réunions de famille. Je connaissais peu de monde et je me suis retrouvé aéré à la périphérie des conversations, souriant poliment lorsque quelqu'un m'adressait la parole. Chloé est arrivée, telle une reine, vêtue d'une robe en soie couleur champagne qui coûtait probablement plus que 3 mois de mon loyer. Ses cheveux blonds tombaient en ondulations parfaites sur ses épaules, et chaque bijou qu'elle portait criait silencieusement son statut. Antoine l'accompagnait, vêtu d'un smoking qui le faisait paraître comme un étranger élégant. Lorsque je me suis approché pour les saluer, Chloé m'a accueilli avec ce sourire que j'avais appris à redouter, me disant que j'étais ravissante ce soir. Son regard a parcouru ma robe avec une évaluation qui m'a fait sentir comme si j'étais examinée et jugée insuffisante. Je l'ai remerciée, lui disant qu'elle était absolument radieuse. Et c'était vrai. Il était impossible de nier que Chloé était magnifique, même si sa beauté avait une qualité froide qui me mettait mal à l'aise. Antoine s'est penché pour m'embrasser sur la joue, mais c'était mécanique, comme une obligation sociale plus qu'un geste d'affection. Il m'a dit qu'il était content que je sois là. Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a dérangé, comme si ma présence était une surprise plutôt qu'une évidence. J'étais la mère du marié, après tout. Plus que ça, j'étais la personne qui avait rendu toute cette célébration possible. Le dîner fut une épreuve d'endurance. On m'a placé à une table d'appoint, loin de la table d'honneur où se trouvaient les de Varennes, la famille de Chloé et les invités les plus importants. Mes compagnons de table étaient d'autres parents éloignés et quelques personnes qui, comme moi, semblaient être là par obligation plus que par choix. Pendant le repas, j'ai observé Antoine et Chloé à la table principale. Ils semblaient différents, plus lisses, plus distants. Chaque fois que Chloé lui parlait, il acquiesçait avec un sourire que je ne lui connaissais pas, comme s'il jouait un rôle. Quand ses yeux ont croisé les miens à travers la salle, il m'a fait un signe de la main, mais ce fut un geste vide. Le moment que j'appréhendais est arrivé lorsque l'organisatrice a annoncé que c'était l'heure des discours. Plusieurs parents et amis se sont levés, partageant des anecdotes charmantes sur le couple. Quand mon tour est venu, je me suis levé, les mains légèrement tremblantes. J'ai commencé par un bonsoir général, ma voix sonnant plus fort que je ne le sentais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Élise Brox, la mère d'Antoine. Il y a eu quelques applaudissements polis, mais je pouvais sentir la tension dans l'air.
Chloé arborait un sourire forcé et Antoine semblait mal à l'aise. J'ai continué en disant que j'avais élevé Antoine seul, que les années avaient été difficiles mais que chaque sacrifice en avait valu la peine en voyant l'homme extraordinaire qu'il était devenu. Je lui ai dit que depuis qu'il était petit, il rêvait de trouver quelqu'un qu'il aimerait tel qu'il était, et qu'en regardant Chloé, je voyais qu'il avait trouvé cette personne. Jusque-là, tout allait bien. Mais ensuite, poussé par l'émotion et peut-être par le vin, j'ai continué. J'ai raconté qu'il y a 31 ans, à sa naissance, j'avais fait la promesse que je serais toujours là pour lui, qu'il ne manquerait jamais de rien tant que je serais en mesure de le lui donner. Cette promesse m'avait conduite à enchaîner les gardes de nuit, à nier mes propres désirs, à faire passer son bonheur avant le mien dans chaque décision que je prenais. J'ai vu Chloé échanger un regard avec sa mère, un regard qui n'augurait rien de bon. J'ai conclu en disant qu'aujourd'hui, en voyant ces deux jeunes gens si amoureux, en sachant que j'avais pu contribuer à faire de leur journée de rêve une réalité, je sentais que cette promesse était accomplie. Mon amour, Antoine, tu es ma plus grande réussite, et Chloé, bienvenue dans notre petite famille. J'ai levé mon verre, m'attendant au toast traditionnel, mais le silence qui a suivi était gênant. Quelques invités ont applaudi faiblement, mais j'ai pu voir l'expression d'horreur sur le visage de Chloé et la mortification sur celui d'Antoine. Je me suis rassise, le cœur battant, réalisant que j'avais commis une terrible erreur, sans comprendre exactement à quel point j'y n'ai pas eu à attendre longtemps pour le découvrir. Après les discours, alors que les invités se déplaçaient vers la terrasse pour le café et le dessert, Chloé s'est approchée de moi avec un sourire qui ne trompait personne. Elle m'a dit que mon discours était très émouvant. Très authentique. Ce mot, encore. Authentique, comme si être sincère était quelque chose de honteux. Je l'ai remerciée, disant que je voulais juste exprimer à quel point j'étais fier d'Antoine. Elle a répliqué que c'était adorable, comme les parents, parfois, ne pouvaient s'empêcher de tout ramener à eux. Et là, son sourire avait complètement disparu. Surtout quand ils se sentent peu sûrs de leur place dans certaines situations sociales. L'insulte a été comme une gifle. J'ai balbutié que je ne comprenais pas. Oh, je crois que si, tu comprends, a-t-elle sifflé en se rapprochant. Je pouvais sentir son parfum coûteux et voir l'éclat calculateur dans ses yeux. Je crois que tu comprends parfaitement que ce n'est pas ton monde, Élise. Que ça ne le sera jamais. Et que tes petites tentatives pour insérer ton histoire personnelle dans notre célébration sont franchement embarrassantes. Je suis resté sans voix, comme si le sol s'était ouvert sous mes pieds. J'ai essayé de dire qu'elle voulait de l'attention, mais elle m'a interrompu, sa voix maintenant assez forte pour que d'autres invités à proximité puissent entendre. Elle a dit que je voulais m'assurer que tout le monde sache combien j'avais sacrifié, combien j'avais dépensé, combien j'avais fait pour mon fils. Très bien, message reçu. Mais laisse-moi être clair, c'est mon mariage, et je ne laisserai pas tes insécurités le gâcher. Les mots m'ont frappé comme des coups de poing. Autour de nous, les conversations s'étaient tues et je sentais tous les regards braqués sur nous. J'ai tenté de dire qu'il y avait un malentendu, mais elle m'a encore coupé. Le seul malentendu ici, c'est que tu as pensé que payer pour ce mariage te donnerait une quelconque autorité sur son déroulement. Sa voix était venimeuse maintenant, toute prétention de civilité abandonnée. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, Élise. Ton argent est le bienvenu. Ta présence est tolérée. Mais tes opinions, ton besoin d'attention, ta pathétique quête de validation, ça, ce n'est pas bienvenu. C'est alors qu'Antoine s'est approché, attiré par l'agitation. Au lieu de l'inquiétude que j'espérais voir sur son visage, j'ai vu quelque chose de bien pire, de l'irritation. Il a demandé ce qui se passait, mais son ton suggérait qu'il connaissait déjà la réponse et qu'elle ne lui plaisait pas. Ta mère partageait ses perspectives sur notre célébration, a dit Chloé, retrouvant son sourire venimeux. Je lui expliquai que ce serait peut-être mieux si elle laissait les autres gérer les aspects sociaux de la soirée. Antoine m'a regardé, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur, la honte. La honte de moi. Maman, a-t-il dit, sa voix chargée d'un avertissement que je reconnaissais de ses années d'adolescence, peut-être que tu devrais te calmer un peu. Me calmer ? Les mots sont sortis de ma bouche avant que je puisse les retenir. Antoine, je n'ai rien fait d'autre que d'essayer de faire partie de ta fête. Une fête que, je te le rappelle, j'ai rendue possible. Ce fut la plus grande erreur que j'aurais pu commettre. Mentionner l'argent, rendre ma contribution explicite, c'était franchir une ligne que je ne savais pas exister. Le visage d'Antoine s'est durci d'une manière que je n'avais jamais vue. Sérieusement ? Tu vas faire ça ici, maintenant ? Quoi ?
ai-je demandé, sincèrement confuse. J'essaie juste de comprendre pourquoi. Pourquoi faut-il que tu gâches tout? A-t-il crié, sa voix résonnant sur la terrasse. Pourquoi tu ne peux pas simplement être là, sans créer de drame, sans attirer l'attention, sans tout ramener à toi et à tes sacrifices? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assise sur mon canapé jusqu'à ce que les premiers rayons de l'aube se glissent à travers les rideaux, ma joue palpitant encore au souvenir de la main d'Antoine. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son visage tordu par la colère, j'entendais ses mots me taillader comme des couteaux. Tu ne mérites que de la pâtée pour chien. Ces paroles avaient allumé en moi quelque chose qui sommeillait depuis trop longtemps. Ce n'était pas de la colère, du moins pas encore. C'était une clarté. Une clarté froide et cristalline qui me montrait exactement ce que j'étais pour mon fils, non pas une mère aimée, mais une source de honte et un portefeuille bien pratique. À 6 heures du matin, j'ai pris mon café dans la cuisine et j'ai pesé mes options. Je pouvais faire ce que j'avais toujours fait, ravaler ma douleur, m'excuser d'exister et me présenter au mariage avec un sourire forcé. Ou je pouvais faire quelque chose que je n'avais jamais envisagé auparavant, disparaître. L'idée aurait dû me terrifier. Depuis 31 ans, mon identité était entièrement tissée autour de mon rôle de mère d'Antoine. Mais assise dans ma petite cuisine, étrangement calme, je me suis rendu compte que je ne savais plus qui était cette femme. Mon téléphone a commencé à sonner à cette heure précise. Antoine. Je l'ai laissé basculer sur la messagerie. Il a sonné de nouveau 5 minutes plus tard, puis encore. À la 8e tentative, je l'ai finalement éteint. Je me suis dirigé vers ma chambre et j'ai sorti la valise qui dormait dans l'armoire depuis mon dernier voyage, une croisière en Méditerranée avec Sophie, 3 ans plus tôt. J'ai commencé à faire mes bagages, lentement, méthodiquement. Des vêtements pour une semaine, mes médicaments, quelques articles de toilette de base. En pliant chaque vêtement, j'avais l'impression d'emballer les restes de mon ancienne vie. Ensuite, je me suis assise à mon bureau et j'ai sorti mon chéquier. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai passé une série d'appels téléphoniques qui allaient tout changer. Le premier fut pour le château de Valmourian. Bonjour, Élise Brox à l'appareil, ai-je dit lorsque le gérant de l'événement a répondu. Je dois annuler la réception de mariage prévue pour aujourd'hui. Il a bafouillé, disant que le mariage était dans 6 heures. Je le sais, et je l'annule. Le contrat est à mon nom. Les paiements ont été effectués avec mes chèques. J'ai le droit légal d'annuler. Il a protesté, demandant si j'en avais parlé à mon fils. Ce n'est pas nécessaire. Tous les arrangements financiers ont été faits par mon intermédiaire. Envoyez l'avis d'annulation immédiatement. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse protester davantage. Le deuxième appel fut pour le service traiteur. Le troisième pour l'hôtel de luxe à Saint-Tropez où j'avais réservé et payé la suite lune de miel. Un par un, j'ai démantelé chaque aspect du mariage que j'avais financé. Le fleuriste, le photographe, le transport, le quatuor à cordes. Tous ont reçu des appels d'annulation. À chaque appel, je sentais comme si je libérais une partie de moi-même qui avait été enchaînée aux attentes des autres. Quand j'ai eu fini, il était 9 heures du matin. Je me suis servi une autre tasse de café et j'ai écrit 2 lettres. La première était pour Sophie. Ma chère Sophie, quand tu liras ceci, je serai déjà parti. N'essaie pas de me chercher. Je vais bien et j'ai besoin de temps pour réfléchir. Hier soir, j'ai découvert que la personne que je croyais être n'a jamais vraiment existé. C'était juste une version de moi que j'ai construite autour des besoins d'Antoine. Je t'aime comme la sœur que je n'ai jamais eue. On se reverra bientôt. Élise. La seconde lettre était plus difficile. Antoine, je ne serai pas à ton mariage aujourd'hui. Pas parce que je suis en colère contre toi, même si je devrais l'être. Mais parce que j'ai enfin réalisé que ma présence n'a jamais été vraiment désirée. Hier soir, quand tu m'as frappé et que tu m'as dit que je ne méritais que de la pâtée pour chien, j'ai vu quelque chose dans tes yeux qui m'a pris 31 ans à reconnaître, le mépris. Pas seulement la frustration ou la honte passagère, mais un mépris authentique pour la femme qui t'a élevé. Pendant plus de 3 décennies, j'ai fait de ton bonheur le but de ma vie. Hier soir, j'ai appris que rien de tout cela n'avait d'importance pour toi. Je ne suis pas une mère qui mérite le respect, mais une source de honte qui doit être tolérée tant qu'elle est utile. Les contrats pour le château, le traiteur, les fleurs, le transport et la lune de miel étaient tous à mon nom. Je viens d'annuler chacun d'entre eux. Ce n'est pas une vengeance. C'est une leçon.
Une leçon sur ce qui arrive quand on traite l'amour comme quelque chose que l'on peut prendre sans jamais rien donner en retour. J'espère que tu trouveras le bonheur, mon fils. Mais il ne se fera plus à mes dépens. Maman. J'ai scellé les 2 lettres et je les ai laissées sur la table de la cuisine. Puis j'ai pris ma valise et j'ai quitté la maison qui avait été mon foyer pendant 15 ans. Je n'ai pas regardé en arrière-point pendant ce temps, au Grand Hôtel Cézanne, le chaos commençait à s'installer. Antoine s'est réveillé avec une terrible gueule de bois émotionnelle et le souvenir vif de ce qu'il avait fait la veille. Pour la première fois depuis des mois, Chloé n'était pas immédiatement à ses côtés, dictant l'emploi du temps de la journée. Et dans cet espace silencieux, la culpabilité l'a frappé comme une vague. Il avait giflé sa mère. En public. Il a pris son téléphone et a composé le numéro de sa mère pour la 9e fois ce matin-là. Directement sur la messagerie, encore. Maman, c'est moi. Écoute, à propos d'hier soir, il faut qu'on parle. Je sais que les choses ont dérapé, mais aujourd'hui, c'est mon mariage, et, eh bien, j'ai besoin que tu sois là. Rappelle-moi. À 10 heures, Chloé a fait irruption dans sa chambre, avec une expression de panique qu'il n'avait jamais vue chez elle. Antoine, nous avons un problème. Un énorme problème. Quel genre de problème? Le genre de problème où il n'y a pas de mariage. Sa voix était aiguë, hystérique. Je viens de recevoir un appel du château de Valmoriane. Ta mère a tout annulé. Tout. Antoine s'est assis lentement sur le lit. Comment ça, elle a tout annulé? Le château, le traiteur, les fleurs, tout est annulé. Le gérant dit que comme c'est elle qui a tout payé et que les contrats sont à son nom, elle a le droit légal d'annuler. Chloé arpentait la pièce comme un animal en cage. Comment as-tu pu être aussi stupide hier soir? La réalité a commencé à se cimenter dans l'esprit d'Antoine. Il doit y avoir une erreur, elle ne ferait pas ça. Oh, mais elle l'a fait, a-t-elle craché en lui jetant son téléphone. Appelle le château toi-même. Appelle le traiteur. Appelle qui tu veux. Ta précieuse maman vient de ruiner notre mariage. D'une main tremblante, Antoine a composé le numéro du château. Monsieur Brox, je suis désolé de vous informer que votre mère a annulé tous les arrangements ce matin, a confirmé le gérant. Les contrats étaient au nom d'Élise Brox, et elle avait le plein droit légal d'annuler. Un appel après l'autre a confirmé la même histoire dévastatrice. Tout ce que sa mère avait payé, c'est-à-dire pratiquement tout, avait été annulé. À 11 heures, le téléphone de Chloé a sonné. C'était son père, Jean-Luc de Varenne, et au volume de sa voix, Antoine pouvait entendre chaque mot. Chloé, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je viens de recevoir des appels de 3 fournisseurs différents disant que le mariage est annulé. Papa, la mère d'Antoine est devenue folle. Elle a tout annulé. Annulé quoi? Avec quelle autorité? Apparemment, avec l'autorité d'avoir payé pour tout. La voix de Chloé s'est brisée. Les contrats sont à son nom. Il y eut un long et sinistre silence à l'autre bout du fil. Tu es en train de me dire que nous avons laissé cette femme contrôler les aspects financiers de ton mariage? Tu avais dit que c'était bien, que si elle voulait payer, il fallait la laisser faire. Parce que je pensais que c'était une contribution partielle, pas qu'elle finançait toute l'affaire. Antoine a arraché le téléphone. Monsieur de Varenne, il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire? Un recours légal? Le rire de Jean-Luc était amer. Mon garçon, ta mère vient de te donner une leçon magistrale sur le pouvoir contractuel. Si elle a payé et que les contrats sont à son nom, elle peut faire ce qui lui chante. À midi, la nouvelle avait atteint tous les invités. Le centre de crise improvisé au Grand Hôtel Cézanne était en pleine effervescence, avec Chloé pleurant hystériquement et Antoine fixant son téléphone, attendant un appel de sa mère qui ne venait pas. C'est Manon, l'assistante, qui leur a donné le seul indice. Elle était arrivée à l'hôtel après avoir entendu parler des annulations, une expression sombre mais déterminée sur le visage. Monsieur Brox, a-t-elle dit, j'ai pensé que vous devriez savoir que j'ai vu votre mère hier soir, après l'incident. Tu l'as vue? Où? Sur le parking. Elle était très bouleversée. Manon a fait une pause, comme si elle débattait intérieurement. Et vous devriez aussi savoir que, eh bien, que j'ai enregistré ce qui s'est passé hier soir. Chloé s'est figée. Tu as enregistré quoi? L'altercation. Quand vous avez giflé votre mère, monsieur Brox. Mon téléphone enregistrait parce que je documentais la décoration de la terrasse.
Le regard de Manon a navigué entre Antoine et Chloé. J'ai pensé que vous devriez le savoir. Le sang a quitté le visage d'Antoine. Qu'est-ce que tu vas faire de cet enregistrement? Manon l'a regardé droit dans les yeux. Cela dépend entièrement de vous. Et de la manière dont vous traiterez les gens qui vous aiment à partir de maintenant. C'est 3 jours après le mariage qui n'eut jamais lieu, je me trouvais assise sur la terrasse d'un petit cabanon face à la mer, à Cassis. À seulement 30 minutes d'Aix-en-Provence, mais à un monde de distance de mon ancienne vie. Le bruit des vagues s'écrasant contre les calanques était le premier son que j'entendais depuis des jours qui ne me causaient pas d'anxiété. Sophie avait trouvé ma lettre le dimanche soir et avait passé 2 jours à me localiser grâce à ma carte de crédit. Quand elle est enfin apparue à la porte du cabanon ce matin-là, elle n'a rien dit. Elle m'a simplement serré dans ses bras pendant que je pleurais, pour la première fois depuis que j'avais quitté ma maison. Elle m'a demandé si j'avais vu les nouvelles, en m'offrant une tasse de thé alors qu'elle s'asseyait dans le fauteuil en osier à côté de moi. J'ai secoué la tête. J'avais délibérément évité tout média depuis mon départ. Quelle nouvelle? Sophie a soupiré et a sorti son téléphone. Manon a publié la vidéo. Mon estomac s'est noué. Quelle vidéo? Celle de la gifle, Élise. Elle l'a mise sur tous les réseaux sociaux avec un titre, « Quand l'amour rencontre la cruauté, une mère humiliée au mariage qu'elle a elle-même financé ». J'ai pris le téléphone de ses mains, les doigts tremblants. Sur l'écran, il y avait une vidéo claire de la terrasse du château. On me voyait parfaitement, essayant de garder mon calme face à Chloé qui me parlait avec dédain, et puis la gifle. Le son claquait nettement, suivi des mots d'Antoine, « Tu ne mérites que de la pâtée pour chien ». J'ai demandé, la voix à peine un murmure, combien de gens l'avaient vu. C'est devenu viral, Élise. Des millions de vues. Les commentaires? Sophie a fait une pause. Disons simplement que les gens ne sont pas du côté d'Antoine et Chloé. J'ai fait défiler l'écran pour lire quelques commentaires. Cette femme a tout sacrifié pour son fils et voilà comment il la traite. C'est immonde. Cette fiancée est une vipère. Pauvre dame, j'espère qu'elle va bien. Karma instantané quand elle a annulé tout le mariage. Bravo, madame. En tant que mère, ça me brise le cœur. Personne ne mérite ça. Quelqu'un sait comment contacter cette dame. Je veux lui envoyer des fleurs. Il y avait des milliers de commentaires similaires, et ils continuaient d'affluer. Mon histoire, que je pensais être une honte privée, était devenue le symbole de quelque chose de plus grand. Et ce n'est pas tout, a continué Sophie. Les chaînes d'infos locales, comme France 3 Provence-Alpes, ont repris l'histoire. Ils ont fait un reportage complet sur les mères sacrificielles et les familles ingrates. Ils essaient de te contacter pour une interview. Je me suis adossé à ma chaise, submergé. Je ne veux pas être célèbre pour ça, Sophie. Je voulais juste disparaître. Je sais, ma chérie. Mais peut-être que c'est exactement ce dont tu avais besoin. Peut-être que le monde avait besoin de voir ce qui s'est réellement passé. J'ai passé les jours suivants à lire des articles en ligne sur ma situation, fasciné et horrifié par la façon dont ma douleur privée était devenue un phénomène public. Des blogueurs écrivaient des essais sur le sacrifice maternel et la violence psychologique. Des animateurs de radio débattaient des limites de l'amour inconditionnel. Il y avait même un hashtag Justice pour Élise. Mais les conséquences réelles pour Antoine et Chloé ne faisaient que commencer. Le lundi matin, Antoine s'est réveillé dans son appartement pour trouver une foule de journalistes campant devant son immeuble. Son téléphone avait sonné toute la nuit, des appels de numéros inconnus, et sa messagerie vocale était pleine de messages de journalistes, mais aussi d'inconnus en colère qui avaient trouvé ses coordonnées. Antoine Brox, vous êtes une honte, disait l'un des messages. J'espère que vous ne trouverez jamais la paix après ce que vous avez fait à votre mère. Vous devriez avoir honte de vous, disait un autre. Cette femme vous a tout donné, et vous l'avez payé avec cruauté. Quand il a finalement réussi à sortir de son immeuble par la porte de service, il a découvert que les choses à son travail n'étaient pas meilleures. Il travaillait pour une agence de relations publiques, ironiquement, et son patron l'a immédiatement convoqué dans son bureau. Antoine, nous avons un problème, lui a dit son superviseur. Les clients appellent depuis ce matin. Apparemment, quelqu'un a lié la vidéo virale à notre personnel. Antoine a tenté d'expliquer, mais son patron l'a coupé. Il n'y a rien à expliquer. La vidéo parle d'elle-même. Écoute, c'est une agence de relations publiques.
Nous ne pouvons pas avoir quelqu'un dans notre équipe qui est connu pour avoir agressé verbalement et physiquement sa propre mère. C'est un problème d'image insurmontable. Tu me licencies? Je te laisse partir. Avec effet immédiat. En l'espace d'une semaine, Antoine avait perdu son travail, avait été expulsé de sa salle de sport lorsque d'autres membres se sont plaints de sa présence, et avait été désinvité de 2 mariages d'amis qui ne se sentaient pas à l'aise avec lui. Mais pour Chloé, les choses étaient encore pires. Le mardi matin, Victoria de Varenne a fait irruption dans l'appartement que Chloé partageait temporairement avec Antoine, le visage promettant une tempête. Chloé, il faut qu'on parle. Maintenant. Maman, j'essaie de gérer cette crise de relations publiques. C'est toi, la crise de relations publiques. Victoria tenait une pile de journaux. As-tu vu ça? As-tu vu ce que les médias disent de notre famille? Chloé a pris le journal du dessus. Le titre disait « L'héritière cruelle, comment Chloé de Varenne a orchestré l'humiliation d'une mère ». L'article était dévastateur. Non seulement il relatait les événements du mariage, mais il contenait des interviews d'anciens employés de la famille de Varenne qui décrivaient un schéma de comportement élitiste et cruel. Un ancien jardinier racontait comment Chloé l'avait fait renvoyer pour l'avoir mal regardée. Une ancienne nounou décrivait comment elle traitait le personnel de maison avec mépris. C'est des mensonges, a balbutié Chloé. Ils exagèrent tout. Exagèrent? Victoria a jeté d'autres journaux sur la table. Regarde le Provençal d'aujourd'hui. Regarde la Marseillaise. Chaque journal racontait la même histoire sous des angles différents, mais tous arrivaient à la même conclusion, Chloé de Varenne était une mondaine cruelle qui avait manipulé son fiancé pour qu'il agresse sa propre mère. Et ce n'est pas le pire, a continué Victoria. Ton père a reçu un appel ce matin. 3 de nos plus gros investisseurs retirent leur soutien de nos projets immobiliers. Ils disent qu'ils ne veulent pas être associés au genre de famille que nous sommes. Chloé est devenue blême. Mais l'argent n'a rien à voir avec ça. Tout a à voir avec l'argent. A crié Victoria. Notre réputation, c'est notre fonds de commerce, et tu l'as ruiné. Le mercredi, la situation s'est envenimée avec l'apparition de problèmes juridiques. Sophie m'a convaincu d'engager un avocat, et ensemble, nous nous sommes assises dans la salle d'audience pendant que l'avocat des de Varenne plaidait leur cause. Il voulait que mes comptes bancaires soient gelés et que je sois forcé de rendre l'argent que j'avais prétendument détourné, en annulant le mariage. Votre honneur, disait l'avocat élégant dans son costume à 3 000 €, Madame Brox a agi de manière malveillante et vengeresse. Ma cliente a subi des dommages importants. Des dommages? A interrompu la juge Fournier, une femme de 67 ans réputée pour son intelligence et son franc-parler, en haussant un sourcil. Quel genre de dommages? Humiliation publique, perte financière, préjudice moral? Je vois. La juge s'est tournée vers mon avocat, Maître Bernard, un homme plus âgé que Sophie connaissait par ses relations à l'hôpital. Il s'est levé avec une pile de documents. Votre honneur, ma cliente a payé pour ses services avec ses propres fonds. Tous les contrats ont été signés par elle et elle seule. Il n'y a aucune preuve juridique qu'elle ait agi en dehors de ses droits contractuels. Mais l'intention, a commencé l'avocat des de Varenne. L'intention est sans pertinence, a dit la juge Fournier fermement. Les contrats étaient au nom de Madame Brox? Oui. Les paiements ont été faits avec ses fonds personnels? Oui. Y avait-il un accord légal lui interdisant d'annuler ses contrats? Un long silence. Non, votre honneur. La juge Fournier s'est alors adressée directement à moi. Madame Brox, avez-vous agi dans le cadre de vos droits contractuels? Je me suis levé, les jambes tremblantes. Oui, votre honneur. Et quelle était votre motivation? J'ai regardé vers l'endroit où Antoine était assis à côté de Chloé, tous deux ayant l'air d'avoir vieilli de plusieurs années en une semaine. Pendant un instant, mon cœur s'est adouci. Mais ensuite, je me suis souvenu du bruit de sa main frappant ma joue, de ses mots cruels, de l'humiliation publique. Votre honneur, j'ai dépensé les économies de toute une vie pour le mariage de mon fils parce que je pensais que c'était un acte d'amour. Quand j'ai réalisé que mon amour n'était ni réciproque ni respecté, j'ai décidé que je ne voulais plus financer ma propre humiliation. Je vois. La juge Fournier a fait une longue pause, étudiant les documents devant elle. Ce tribunal estime que Madame Brox a agi en totale conformité avec ses droits légaux. De plus, ce tribunal est profondément troublé par les circonstances qui ont mené à ces actions. Elle s'est adressée à Antoine et Chloé avec un regard qui aurait pu faire fondre l'acier.
Mes jeunes amis, en 40 ans de carrière, j'ai vu de nombreux types de litiges familiaux, mais j'ai rarement vu une démonstration aussi flagrante d'ingratitude et de cruauté envers un parent qui a clairement tant sacrifié. Votre honneur, a commencé Antoine. Je n'ai pas terminé, l'a-t-elle coupé. La requête visant à geler les comptes de Madame Brox est rejetée. De plus, ce tribunal juge que la plainte déposée par les demandeurs est frivole et a été